Alors, je vais vous présenter le programme, ce petit webinaire. Donc, on va être plusieurs à prendre la parole. Dans un premier temps, Solène Carboni de la région va vous présenter la stratégie régionale de la biodiversité, qui est un document cadre, un document commun qui va permettre de toucher l'ensemble des acteurs régionaux pour avoir, donc, je dirais, une stratégie concerté, coordonné et le plus efficace possible en matière de préservation de la biodiversité. Et puis ensuite, on rentrera dans la présentation d'outils un petit peu plus opérationnels avec Philippine Magnin-Fezo de l'OFB qui va vous présenter les atlas de biodiversité communaux, donc les ABC, qu'on peut voir comme des diagnostics qui vont permettre de faire un inventaire sur un territoire pour identifier les richesses et les enjeux d'un territoire en matière de biodiversité, mais également de mobiliser la population et de définir un programme d'action en lien avec ce diagnostic. Philippine vous présentera ensuite les aires terrestres éducatives, donc là qui s'adressent aux enfants des classes allant du CE2 jusqu'au lycée, et là dispositif qui vise à confier donc à des classes des zones, des espaces qui vont pouvoir découvrir, mieux connaître, aménager, voire protéger, et également transmettre à la classe suivante qui va venir l'année suivante. Et pour finir, je vous présenterai le dispositif Territoire engagé pour la nature, qui va vous permettre de valoriser, de donner à voir aussi votre programme d'action en matière de biodiversité, et également de bénéficier de partage d'expériences avec d'autres collectivités de la région, mais également de France, hein, voilà, sur des actions qu'on peut mettre en place au sein des collectivités. À la fin de cette présentation, il y a un temps d'échange qui est prévu où vous pourrez poser vos questions. Alors, vous pouvez dans le chat, au fur et à mesure dans la conversation, peut-être lister, écrire vos questions. Par contre, je pense qu'on y répondra. euh, voilà. Les règles un petit peu de fonctionnement de ce webinaire. Oui, on voulait vous prévenir que la session est enregistrée, juste pour pouvoir la rediffuser et la partager aux collectivités qui n'ont pas pu y assister ce matin. Donc les questions, alors vous pouvez les écrire encore une fois dans le chat, et puis à la fin de la présentation, je dirais vers midi, on vous invitera à lever la main pour prendre la parole, et on vous la distribuera pour pas que ça soit trop chaotique. Voilà. Et dernière chose, on a pas très bien programmé les paramètres de notre webinaire là. Les micros, vous voyez, vous pouvez les ouvrir et les fermer. Donc pour un peu plus de confort, là ce matin, je vais vous demander de tous bien vouloir couper vos micros manuellement. Ça doit se passer en haut de votre écran. Vous cliquez sur le micro pour qu'il se barre, et comme ça, il y aura pas de voilà. Pour la majorité d'entre vous, ça a l'air, voilà, c'est parfait. Et puis vous pourrez, bien sûr, rouvrir votre micro à la fin, pour le temps d'échange. Voilà. Et beh, je vais tout de suite passer la parole à Solène Carboni qui va vous présenter la stratégie régionale de la biodiversité. Donc bonjour à tous. Bon, tu peux passer. Oui. Je voulais déjà commencer par, vous poser quelques éléments de diagnostic à l'échelle de la région, parce qu'on a tous, je pense, connaissance de l'effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale et nationale, mais malheureusement, la région n'échappe pas à ce contexte-là. Donc vous pouvez voir que, les différents groupes, en fait, de biodiversité sont concernés, que ce soit, la faune, la flore, les milieux, naturels. Donc je vous ai remis quelques chiffres avec, les périodes de référence, puisqu'en fait les données sont variables, donc on n'a pas toujours les mêmes, périodes de référence, pour les informations. Donc par exemple, on a en ce qui concerne les oiseaux, une chute de 35 d'oiseaux dans les milieux agricoles et 16 dans les milieux forestiers. On a 74 espèces de plantes qui ont disparu depuis 1990, 42 de linéaires de haies en moins et 50 de milieux humides aussi en moins, donc entre 1960 et 1990. Donc ça, voilà, c'est que quelques chiffres pour vous un peu montrer le contexte, sachant que ce déclin-là a tendance à s'accélérer depuis 2015 pour quasiment, tous les groupes, faune, flore et milieux naturels. Pour synthétiser, on a aujourd'hui sur les 20 000 espèces recensées en Bourgogne-Franche-Comté, on en a 1 600 qui sont considérées comme menacées,
Sachant que ce chiffre est à prendre aussi avec précaution puisqu'en fait, sur les 20 000 espèces recensées, un certain nombre manquent de données pour pouvoir évaluer, en fait, leur statut, de conservation. Voilà. Je vous ai remis un petit schéma pour vous montrer donc l'importance des services écosystémiques, donc en fait, les services que rendent les écosystèmes, la nature, de manière plus, globale, pour les hommes et les sociétés et donc pour vous montrer que, tout ce que les sociétés peuvent faire, ont un impact sur les écosystèmes et du coup, les principales causes de la perte de la biodiversité, la première cause, c'est le changement d'usage des terres et l'urbanisation. On a aussi la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions, diverses, hein, que ce soit l'eau, les terres, l'air, et les espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est vraiment les 5 causes majeures, à l'échelle nationale. Pardon. Et donc à partir de ce diagnostic, donc pour ceux qui la connaissent pas, donc qu'est-ce que c'est que la stratégie régionale de la biodiversité? C'est en fait, un document qui a été élaboré par la région, donc suite aux différentes lois qui ont pu voir le jour entre 2014 et 2016. Vous avez la, loi MAPTAM, NOTRe, climat et biodiversité. Donc en fait, ces lois ont conduit à désigner la région comme, chef de file en matière de biodiversité, et la stratégie régionale fait partie des outils pour mettre en œuvre cette politique. Donc en fait, c'est un cadre commun, comme l'a dit, Mathieu, c'est un cadre commun d'intervention pour mobiliser les acteurs du territoire de Bourgogne-Franche-Comté, donc pas seulement les services de la région, mais bien tous les acteurs de la région. Donc un des défis majeurs de cette stratégie, c'est de faire que la biodiversité soit prise en compte de manière transversale, à l'échelle de la région. Donc on va le voir après, que ce soit, dans l'économie, le tourisme, l'agriculture, plein d'autres thématiques, derrière. Donc cette stratégie, en Bourgogne-Franche-Comté, elle a été votée à l'unanimité en 2020. Donc elle s'applique, depuis, sur le territoire. Et vous retrouverez du coup les documents sur notre site internet. Il y a 3 documents principaux. Vous avez le diagnostic, un document sur la stratégie et un guide d'accompagnement. Vous retrouverez aussi un petit document synthétique, pour le public qui peut être, diffusé. Je crois que c'est aussi disponible sur le site de l'ARB Ouais. si jamais vous avez du mal à y retrouver. Donc là, c'est un document qui regroupe en fait, donc la structuration un peu de la stratégie régionale. Donc la stratégie régionale, elle est répartie en 6 axes, et 19 objectifs. Donc vous retrouverez par exemple un axe, préserver et reconquérir la biodiversité, c'est le premier axe, qui en fait regroupe les objectifs et des actions qui, concernent, directement la préservation et la reconquête de la biodiversité. Donc, vous allez avoir dedans, la création d'aires protégées comme les réserves naturelles par exemple, la restauration de trames vertes, et plein d'autres actions. Vous avez une orientation, B qui concerne plus particulièrement l'aménagement, du territoire, avec un document phare que vous connaissez certainement tous maintenant, le fameux, SRADET, qui reste un outil aussi important pour la mise en œuvre de la prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement du territoire, avec des notions d'augmenter la désimperméabilisation, réduire l'artificialisation des sols, mais on a aussi des programmes de développement de la nature en ville, par exemple, et des solutions fondées sur la nature. On a l'orientation C, où là, on est plus sur les enjeux de développement de manière transversale de la biodiversité sur toutes les thématiques de développement économique. Donc on y retrouve sur la promotion de la biodiversité touristique, les enjeux liés à la biodiversité et des actions des entreprises, par exemple avec territoires engagés, entreprises engagées pour la nature, pardon. On va y retrouver aussi une orientation D, qui concerne plus particulièrement la sensibilisation et l'adhésion de tous les publics. Donc là, vraiment avec des actions de promotion, de sensibilisation de tous les publics ou de formation. Et enfin, l'orientation E qui concerne plus la structuration et la cohérence des politiques, publiques.
Donc voilà, très synthétiquement sur la stratégie, il y a pas d'actions spécifiques, c'est vraiment des objectifs, où derrière se déclinent en fait au fur et à mesure des actions, que ce soit dans les services de la région. On a par exemple des règlements d'intervention, qui ont été réadaptés suite à la stratégie régionale et puis vous allez voir là des dispositifs, des outils qui permettent de rentrer dans le cadre de la SRD. Voilà. Merci beaucoup Solène. Et donc je vous propose d'enchaîner tout de suite avec donc, un outil donc un petit peu plus, opérationnel. Encore une fois, un outil, voilà, qui va permettre de décliner, enfin d'avoir une mise en œuvre opérationnelle de la SRB, en l'occurrence les atlas de la biodiversité communaux que Philippine Magnin-Fézot va vous présenter tout de suite. Merci Mathieu. Donc bonjour à tous, Philippine Magnin-Fézot, chargée de mission mobilisation des territoires à l'Office français de la biodiversité. Donc aujourd'hui, comme Mathieu l'a dit, je vais vous présenter un premier dispositif qui est le dispositif des atlas de la biodiversité communale. Donc c'est un dispositif à destination des collectivités dont l'objectif est de connaître, préserver et valoriser donc le patrimoine naturel. Donc l'idée d'un ABC, donc je vais l'appeler ça comme ça maintenant le dispositif, c'est Atlas de la biodiversité communale. L'objectif d'un ABC, c'est de protéger ce qu'on aime et en fait, on aime un peu ce qu'on connaît. Donc ça se regroupe à grands objectifs qui sont indissociables les uns les autres. Le premier, c'est la connaissance. Tout simplement, un atlas, comme on peut l'entendre, c'est la synthèse des connaissances et des inventaires naturalistes présents sur le territoire, donc que ce soit une commune ou une intercommunalité, qui se réalise via une étude bibliographique des éléments et des données naturalistes déjà présentes et également par des inventaires complémentaires. L'ensemble de ces études, à la fois bibliographiques et de terrain, vont permettre de réaliser une cartographie des enjeux de biodiversité locale, donc une cartographie concrète sur le territoire concerné avec les enjeux de biodiversité. Le deuxième point, qui est donc indissociable de la connaissance, c'est la mobilisation. Donc un ABC, ça sert aussi à mobiliser. Tout de suite, quand on parle de mobilisation, on pense au grand public, aux scolaires notamment, et donc aux sphères familiales, etc. Donc ça, c'est très bien. On a beaucoup d'ABC qui organisent des sorties à destination du grand public, des soirées au sein, par exemple, on va le voir plus tard, des éléments plus concrets, des soirées de convivialité pour parler et sensibiliser sur cette thématique. L'idée aussi des ABC, c'est de sensibiliser le grand public et également d'autres acteurs qui sont mobilisables, comme par exemple les élus, les agriculteurs, les forestiers, en fait l'ensemble des acteurs présents sur le territoire concerné. Donc, après la connaissance, après la mobilisation, un ABC, ça sert notamment à réaliser un plan d'action. Donc, issu en fait des données naturalistes obtenues et des données de mobilisation, on a pour objectif à la fin d'obtenir un plan d'action, une feuille de route qui détermine en fait les actions de la commune à court, moyen et long terme et sur différents milieux. L'idée, c'est d'intégrer ensuite ce plan d'action dans d'autres programmes qu'on va pouvoir vous expliquer, et notamment aussi dans les politiques publiques, dans la révision des docs d'urbanisme, etc. Voilà. Donc, concrètement, quelles sont les étapes pour mettre en place un atlas de la biodiversité communale? Donc, la première étape, une fois que notre candidature est retenue, c'est de réaliser un premier inventaire, celui des connaissances, souvent réalisé donc par un prestataire. Cet inventaire va permettre donc, comme je le disais, de réaliser la synthèse des données naturalistes présentes sur le territoire. À partir de cette bibliographie, on va réaliser donc un plan pour détailler les espaces à inventorier où il y a peu de données ou des secteurs potentiellement intéressants. Tout au long de l'ABC, comme je le disais, on mobilise les citoyens et les différents acteurs pour ensuite réaliser donc le diagnostic des inventaires, la hiérarchisation des enjeux, la cartographie, pour à la fin donner donc ce plan d'action qui est le document clé final de la réalisation d'un ABC et également de l'action post-ABC.
et on va pouvoir partager donc ce document et ces productions à l'ensemble du public. Donc, à l'échelon national, les atlas de la biodiversité, ça recouvre 3 600 communes, donc c'est un dispositif qui prend quand même de l'ampleur. En Bourgogne-Franche-Comté, vous avez ici la carte de la répartition donc des différentes, communes et intercommunalités qui ont été, heu, qui ont été porteuses de projets et au total, ça regroupe 187 communes à l'échelon régional. Donc vous aurez accès, aux diapos pour voir, un peu plus en détail, la cartographie, que je vais passer assez rapidement au final. Parfait, merci. Hem Et voilà, donc là, je voulais vous présenter un peu des exemples de productions concrètes en Bourgogne-Franche-Comté, pour dépasser un peu les dessins, de mes diapos précédentes. Donc c'est des petites photos, des actions qui ont été réalisées, sur différents, ABC et ABI, donc Atlas de la biodiversité intercommunale. Donc il y a bien sûr les inventaires, mais également en termes de mobilisation, il y a eu par exemple, les 48 heures, naturalistes qui ont été réalisées donc, à Puisé-Forterre pour notamment, mobiliser l'ensemble des naturalistes du territoire, pendant 48 heures et hébergés par la commune, donc pour inventorier, la biodiversité, c'était très intéressant. Les apéros biodives pour sensibiliser et attirer, donc un public qui n'est pas toujours, très sensibilisé et des conférences, auprès de musées, enfin au sein des musées, pour, un public, donc concerné. Donc il y a d'autres animations, bien sûr, ça c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Il y a des animations auprès des scolaires, des aînés, des élus, des acteurs, des chantiers participatifs, des ciné-débats et cetera. Donc la liste est longue, mais je voulais vous présenter un peu concrètement à quoi ça ressemblait. Également, on peut voir ici donc que souvent, enfin parfois, il y a un rapport technique réalisé à destination des élus et également, une brochure qui peut être réalisée à destination donc du grand public pour exposer les résultats des ABC, à l'ensemble du public, concerné. On a à la fin une cartographie des enjeux pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et un extrait d'un plan d'action donc sur différents milieux, là, cette fois-ci et extrait donc du rapport, technique de la ville des Bertrange. Donc l'ABC, donc l'Atlas de la biodiversité communale, c'est un premier pas vers un engagement durable parce que, c'est un projet qui dure, 3-4 ans et après on peut s'engager dans d'autres dispositifs que vous allez pouvoir, voir un peu après avec, Mathieu notamment. À l'issue d'un ABC, on l'a déjà dit, il y a un plan d'action de réaliser et ce plan d'action peut permettre de, se mobiliser dans le dispositif territoire engagé pour la nature que Mathieu va présenter ensuite et à la fin donc, capitale française de la biodiversité, pourquoi pas, qui est un dispositif qui valorise les meilleures expériences. Donc voilà, pour vous montrer qu'en fait c'est une dynamique, c'est un engagement durable et ce n'est pas un projet uniquement de 3-4 ans, c'est vraiment une action qui permet de s'impliquer et de connaître pour s'engager vraiment dans une démarche, plus longue. En termes de financement, donc, on a une campagne 2024, qui est un peu inédite. Le montant total, de l'enveloppe nationale a été multiplié par 3. On est à 15 millions d'euros à l'échelon national, avec un plafond d'aide par projet de 250 000. Mais ça, c'est uniquement à titre indicatif. C'est surtout des très, très gros projets, très rares, qui atteignent ce niveau de financement, enfin, là. Mais il y a généralement, il y a un taux d'aide de 80 du coût du projet, jusqu'à 80. Donc ça concerne les collectivités et établissements publics, de l'Hexagone et de l'outre-mer et les projets durent, comme je le disais, de 3 à 4 ans. Le dépôt des dossiers de candidature sont réalisés, tout au long de l'année via, démarche simplifiée et par contre, on examine les candidatures à certaines dates. On a examiné les candidatures en mars, on va les examiner en juin et la prochaine vague, ce sera en septembre 2024. Donc, pour préparer un dossier, bien construit, il faut au minimum, 2-3 mois. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, donc vous aurez accès au PowerPoint, mais quelques petites ressources, le guide méthodologique, le cahier d'accompagnement, donc ça, c'est des ressources, phares pour la réalisation d'un ABC.
Vous avez également une foire aux questions, le répertoire des projets Atlas de la biodiversité communale sur tout le territoire. Donc là, ça peut permettre en fait d'accéder à l'ensemble des projets donc régionaux et nationaux pour pouvoir s'en inspirer. Et vous avez également des webinaires questions-réponses le 18 juin, le prochain, de midi à 13h pour les personnes intéressées. Donc voilà, vous avez mes contacts et les contacts de ma chef de service que vous pouvez mettre en copie donc lors de nos prochains échanges. Voilà. Merci beaucoup Philippine. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on pourra vous envoyer, hein, le PowerPoint à toutes les personnes là qui se sont inscrites au webinaire. Et donc Philippine, tu tu enchaînes sur la présentation d'un second dispositif, donc les aires terrestres éducatives. Oui, alors je vais vous présenter ce second dispositif en remplaçant l'animatrice régionale qui est Morgane Laporte, qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui, mais donc je vais vous présenter ce dispositif-là. Alors, le dispositif des aires terrestres éducatives, c'est un dispositif qui a été fondé par 3 ministères: l'Éducation nationale, le ministère de la transition écologique et le ministère des outre-mer. Voilà, c'est donc un label qui est porté par l'OFB, qui coordonne le dispositif à l'échelon national. Et elle est garante du dispositif. En région Bourgogne-Franche-Comté, le dispositif, il est animé par l'ARB et c'est l'OFB qui pilote le dispositif donc à l'échelon régional également. Voilà. En Bourgogne-Franche-Comté, donc un peu avant de vous expliquer le dispositif, je voulais vous montrer la répartition des différents projets. On a donc 42 ATE qui sont actifs, donc aires terrestres éducatives, et 17 demandes d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024. Voilà. C'est quand même un dispositif qui se répartit bien et qui s'étend bien sur l'ensemble de la région. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une aire terrestre éducative? C'est une zone terrestre, donc de petite taille. Ça peut être assez varié. Ça peut être une zone terrestre naturelle, semi-naturelle, rurale, forestier, urbain, en fonction donc de la nature de la commune. En dehors, mais à proximité d'une école, donc c'est-à-dire maximum 20 minutes à pied. Donc c'est une zone terrestre qui est choisie par des élèves du CE2 au lycée. Et en fait, avec leur enseignant et avec l'aide d'un référent, ils vont suivre des principes définis par la charte des aires terrestres éducatives. Donc c'est un dispositif à destination donc des élèves. C'est une démarche éducative qui permet donc la sensibilisation à la connaissance, à la sensibilisation des élèves aux thématiques de la préservation de la biodiversité. Il y a 3 objectifs, donc connaître, donc acquérir des connaissances sur le patrimoine naturel local, vivre avec l'ensemble des échanges avec les acteurs et la découverte du territoire de manière très concrète, et également transmettre. Donc transmission des savoirs et notamment transmission du projet, parce que c'est un projet qui peut en fait être transmis d'une classe à une autre lorsque les élèves passent au grade supérieur. Voilà. Donc concrètement, comment ça se passe? Alors, en tant que collectivité, la première étape qui n'est pas marquée ici, ça va être d'aller contacter les enseignants pour évaluer leur motivation pour ce dispositif, pour présenter le dispositif. Également, vous pouvez donc contacter Morgane Laporte pour éventuellement présenter ce dispositif si vous êtes intéressé. Et donc l'idée, ça va être de sonder la motivation donc des enseignants et ensuite de pouvoir commencer et les assister dans la réalisation du projet. La première étape, une fois que l'enseignant est motivé, c'est d'identifier le référent qui va pouvoir assister l'enseignant. Et ce référent va pouvoir vous aider à co-construire le programme de l'année et d'établir les liens avec les partenaires, etc. Pour, à la fin, identifier des sites potentiels pour l'aire terrestre éducative, et c'est là où la collectivité a un rôle notamment très important pour proposer plusieurs secteurs.
Voilà. Ensuite, l'idée, donc là, ça sera plus l'enseignant qui va réaliser, ces dernières étapes, c'est d'organiser un conseil des élèves pour, en fait, établir la gestion de l'aire terrestre éducative avec un état des lieux, la définition des objectifs, la réalisation des actions, tout ça, bien sûr, réalisé par les élèves eux-mêmes et après l'évaluation, donc, de ces mêmes actions. Alors, ça, je trouvais ça intéressant, c'est un peu plus technique, mais donc qui peut être référent? Qui peut accompagner, en fait, les enseignants dans la réalisation donc, de ces aires terrestres éducatives? Donc c'est une personne qui travaille soit pour une structure d'éducation à l'environnement, soit au service environnement d'une collectivité. Donc ça peut être intéressant pour, les participants présents ici. Soit donc un naturaliste avec des compétences de l'éducation au développement durable. En fait, le principal, c'est que cette personne soit compétent en éducation de l'environnement et donc elle ait soit un diplôme qui soit associé, soit des expériences. Et l'important donc, c'est que ce binôme pardon, formé entre enseignant et référent, il soit complémentaire. Donc concrètement, les financements, combien coûte, une aire terrestre éducative? C'est environ 3 000 € par an avec une dizaine d'interventions, du référent. C'est le nombre d'interventions a tendance à diminuer avec la montée en compétences de l'enseignant, mais en fait, c'était pour vous indiquer un peu un chiffre, Mmh. global, de ce que ça peut représenter et donc pour, bien sûr, les collectivités ont potentiellement un rôle à jouer, en termes d'appui financier pour, les enseignants, motivés et si ce n'est pas du tout envisageable pour la collectivité, il y a une petite enveloppe disponible, au sein de l'OFB pour les collectivités dans le besoin. Alors, maintenant, je vais vous parler de la labellisation. Donc, comme je le disais, les aires terrestres éducatives, c'est un label. Et l'idée, c'est d'être reconnu aire terrestre éducative pour qu'on reconnaisse le travail qui a été réalisé. Donc, la première année, en fait, à la fin de la première année, l'enseignant et le référent, ils vont construire ensemble un dossier de labellisation. Et donc, ça va être un moment pour prendre du recul, faire le point sur l'ensemble des actions qui ont été réalisées. Donc, bien vérifier que les élèves étaient tout le temps au cœur du dispositif, que ce soit eux qui aient pris les décisions, que la méthodologie du dispositif a été respectée, etc. Et donc, il y a différents éléments à joindre au dossier, comme par exemple les comptes rendus des conseils des élèves, le planning des activités qui a été réalisé, les échanges avec la commune et les productions, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de garder des traces des activités réalisées pendant l'année. Donc, les opportunités pour un territoire, concrètement, quel est l'intérêt, d'une ATE pour votre territoire? Bah, c'est de contribuer à la mobilisation citoyenne en faveur de la biodiversité et notamment auprès donc, des élèves. Donc c'est les citoyens de demain, créer des liens intergénérationnels sur son territoire, entre les élèves, les parents, les enseignants, les élus et cetera et c'est continuer à faire, de l'éducation au développement durable une partie intégrante du projet sur le territoire. Voilà, donc en gros, pour conclure, le dispositif PATE peut devenir une vraie plus-value, territoriale, sur votre collectivité. Merci beaucoup. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas la dernière diapo. Ah pardon. Oui. Donc comment ma collectivité peut accompagner, cette, dynamique? Donc la collectivité, vous l'avez compris, elle joue un rôle essentiel dans le portage d'une ATE. Elle fait partie des acteurs engagés. Elle participe à la dynamique du projet, notamment en mobilisant, par exemple, les enseignants, en les appuyant, techniquement, matériellement, financièrement dans leurs, projets de candidature et cetera et elle est également essentielle dans la présélection des sites potentiels. Et bien sûr, la collectivité, peut engager des rencontres avec les élèves ou les élèves peuvent engager des rencontres avec la collectivité pour un échange et pour la mise en place d'éventuelles actions qu'ils ont identifiées. Voilà, donc si vous avez, des questions, n'hésitez pas à déjà rejoindre, l'actualité ATE, donc à revoir l'actualité sur YouTube, sur le site.
à voir en fait les différentes ressources qui sont à disposition dans le PPT qui vous sera distribué. Et enfin, Mathieu, peut-être. Et donc, contacter Morgane Laporte, la chargée de projet biodiversité, donc, et l'animatrice aire terrestre éducative sur la région, avec les coordonnées présentes ici. Merci beaucoup, Philippine. Alors effectivement, tout à l'heure, il est prévu que je fasse un petit tour sur le site internet de l'ARB, où il y a une page dédiée aux aires terrestres éducatives. Vous retrouverez un peu les informations qui viennent de vous être présentées ici. Puis il y a également 3 petites vidéos qui ne durent pas très longtemps. Elles durent 3-4 minutes chacune. Et c'est 3 témoignages, 3 présentations d'aires terrestres éducatives qui peuvent vous permettre de rentrer en contact, enfin, vous pouvez utiliser ces vidéos pour les présenter aux équipes enseignantes de votre commune pour présenter le dispositif ATO. Ça peut être un bon outil. Donc, eh ben, merci beaucoup, Philippine. Donc, c'est à moi de vous présenter le dispositif territoire engagé pour la nature. Donc, moi, je suis salarié de l'Agence régionale de la biodiversité et effectivement, je suis chargé de l'animation du dispositif TEN pour territoire engagé pour la nature. Alors, vous pouvez voir un petit peu ce dispositif comme le moyen, enfin, on peut le voir un peu comme la cerise sur le gâteau ou le chapeau qui va venir valoriser et mettre en lumière un peu votre programme d'action en matière de biodiversité. Et dans votre programme d'action, vous pouvez retrouver la réalisation d'un ABC ou la mise en place d'une aire terrestre éducative. C'est ce que je vais vous montrer là. Et, la démarche TEN, on peut voir aussi cette démarche comme le moyen de structurer sa stratégie en matière de biodiversité à moyen terme, c'est-à-dire sur 3 ans. Et je vais vous présenter ça en détail tout de suite. Alors, la reconnaissance territoire engagé pour la nature, alors là, pour le coup, on ne parle plus de label, mais bien de reconnaissance. Et c'est comme ça. Et cette reconnaissance fait partie d'une initiative plus générale qui émane de l'Office français de la biodiversité, qui est donc nationale. Et donc, dans cette initiative engagée pour la nature, on retrouve les territoires pour les collectivités, les entreprises, qui sont également un dispositif qui est animé par l'Agence régionale de la biodiversité, et enfin le réseau partenaires engagés pour la nature, qui va regrouper toutes les autres structures qui ne font pas partie des catégories collectivités ou entreprises. Donc, dispositif national, mais qui a été donc régionalisé, donc qui est animé par l'agence, mais bien porté par un collectif qui regroupe l'Office français de la biodiversité, la région, l'Adréal, les agences de l'eau et l'ARB. Donc en fait, la construction des candidatures, elle se fait avec l'ARB. Par contre, on va présenter les dossiers de candidature à un collectif, donc là qui est à l'écran, et c'est bien ce collectif qui va évaluer la pertinence du programme d'action et délivrer la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Alors, qu'est-ce que c'est que cette reconnaissance? Eh bien, elle se base sur un programme d'action que la collectivité va s'engager à mettre en œuvre dans les 3 ans. Voilà. Donc on est bien sur une démarche volontaire, hein, et une dynamique d'amélioration continue. C'est-à-dire une commune peut très bien partir de zéro. Ça peut très bien être ses premières actions en matière de biodiversité. Heu, Elle peut très bien candidater à la reconnaissance TEN. La la difficulté qui peut parfois apparaître, c'est pour les communes qui ont déjà fait énormément de choses et ben, elles vont avoir besoin d'identifier soit de nouvelles actions, soit des évolutions qu'elles peuvent apporter aux actions qu'elles mènent déjà depuis plusieurs années. Donc ça, parfois, ça peut être une difficulté. Alors la candidature, elle doit couvrir obligatoirement les 3 axes qui s'affichent à l'écran. Le premier axe, c'est l'aménagement du territoire. Comment la collectivité va pouvoir inscrire dans un projet d'aménagement du territoire, par exemple l'aménagement de la place du centre-ville, elle va pouvoir intégrer la préservation de la biodiversité. Et je vous listerai des exemples tout de suite après. Le deuxième axe, c'est la biodiversité locale. Donc là, on va attendre une ou plusieurs actions qui vont permettre soit d'améliorer la connaissance en matière de biodiversité, donc typiquement, ça peut être la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Alors voilà, ça me permet juste de vous redire qu'on n'est pas obligé, en matière de chronologie, vous n'êtes pas obligé de commencer par faire un ABC pour ensuite
demander la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Vous pouvez très bien le faire en même temps, c'est-à-dire démarrer votre ABC ou projeter de réaliser votre ABC et inscrire cette ambition, cette volonté dans votre programme d'action territoire engagé pour la nature. Ça peut également passer par la réalisation de propositions de formation à destination des élus ou des agents communaux qui vont permettre de mieux connaître, mieux identifier la biodiversité et de mieux la gérer également. Et enfin, le troisième et dernier axe, la mobilisation citoyenne. Donc là, on va attendre une ou plusieurs actions qui vont permettre de toucher le plus de monde possible. Alors ça peut être par exemple par la mise en place d'une aire terrestre éducative ou par la programmation d'événements au grand public. Par exemple, l'animation d'une fête de la nature, la création d'un sentier pédagogique, voilà, ce genre de choses. Donc 3 ans, 3 axes et des actions projetées, hein, qui sont pas encore déjà mises en œuvre. L'évaluation de votre programme d'action, il va se faire selon ces 4 critères. Le premier, donc c'est impliquant, cohérent et proportionné. On va s'assurer que votre programme d'action est bien, cohérent avec les moyens humains et financiers dont vous disposez. On va pas attendre la même chose d'une petite commune de quelques centaines d'habitants que de, Dijon métropole ou du Grand Besançon, forcément, ça paraît logique. La deuxième critère, c'est qu'on va, dans la mesure du possible, c'est pas toujours facile, attendre des actions qui peuvent être mesurables. Et avoir des indicateurs, hein, de réussite de ces actions. Alors, parfois, c'est pas toujours évident. Par exemple, la création d'un sentier pédestre, comment mesurer, l'efficacité de cette action? On peut bien sûr chiffrer les mètres linéaires qui vont être aménagés, le nombre de panneaux pédagogiques qu'on projette de mettre en place. Par contre, réussir à estimer la fréquentation de ce sentier pédestre, c'est pas facile. Mais dans la mesure du possible, on va attendre des critères d'évaluation de cette action. Effectif et additionnel, ben là, on est bien donc sur une démarche volontaire qui va au-delà des obligations réglementaires. Si par exemple, vous avez dans le cadre d'un aménagement des mesures compensatoires qui sont obligatoirement à mettre en place, vous ne pourrez pas mettre ces mesures compensatoires dans votre programme d'action TEN. Voilà. On va au-delà de la réglementation, au-delà des obligations. Et enfin, cohérent avec les orientations des politiques publiques et notamment la SRB, on s'assure qu'il y a bien une cohérence de votre programme d'action avec les autres documents cadres qui peuvent exister. Voilà. Donc voilà, en résumé, je peux dire que c'est votre programme d'action ne doit pas être extraordinaire, loin de là. Ça peut vraiment être des actions modestes, encore une fois, à la hauteur des moyens dont vous disposez. Alors quelques exemples. Alors ce sont des exemples. Aujourd'hui, je vais vous présenter la carte tout de suite après. Aujourd'hui, on a 17 lauréats en région de Bourgogne-Franche-Comté. Heu, on en aura bientôt, de nouveaux, hein. Il y a 2 autres commissions qui seront programmées en 2024. Donc pour l'instant 17. Donc par exemple, pour l'axe aménagement du territoire, eh ben, on peut avoir donc l'aménagement de Prairies Fleuries. Ça a été réalisé, à Chamols, ou ça va être réalisé, pardon, à Chamols, à Urzy, par exemple, qui sont des lauréats, de l'année 2022. On peut avoir la plantation de haies. Ça a été réalisé à Béon et à Louvain-Verchamp. La plantation d'arbres de pluie. Donc les arbres de pluie, ce sont des arbres qui sont, implantés de manière à ce que les eaux de ruissellement puissent, arriver dans la fosse de plantation. Donc ça nécessite, déjà un bon dimensionnement de la fosse de plantation et un petit peu de nivellement de terrain pour qu'encore une fois, les eaux de ruissellement n'aillent pas dans le réseau d'eau pluviale, mais bien dans ces fosses de plantation. Il y a de multiples avantages à ces arbres de pluie. Il y a une super étude qui a été réalisée par, la métropole de Lyon, qui est très, très bien documentée et qui présente vraiment tous les atouts de cet aménagement qui peut être assez simple, en fait, à mettre en œuvre et qui a vraiment de nombreux avantages. Autre, action qu'on retrouve, sur plusieurs, collectivités, la végétalisation, pardon, des cimetières, comme par exemple à Tanon. La mise en place d'une stratégie de gestion de la végétation. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à mettre en place des modes de gestion plus doux, plus raisonnés. Donc ça rend la fauche tardive, par exemple, peut rentrer en ligne de compte. La taille douce des arbres peut également être inscrite dedans. La plantation d'arbres adaptés au territoire et au climat, ça peut également être une action qui peut rentrer dans cette stratégie. Voilà, ou encore la réduction de la pollution lumineuse, comme par exemple à Granges, en Saône-et-Loire. Voilà. Donc là, par exemple, en devenant territoire engagé pour la nature,
vous avez un accès facilité, je dirais, à ces lauréats qui vont pouvoir vous faire part de leur expérience. Le deuxième axe, donc sur la thématique biodiversité locale, tout à l'heure j'avais évoqué la formation des élus et des agents pour une gestion raisonnée des espaces verts. Dans la même veine, formation des élus et des agents municipaux à l'identification et à la gestion des espèces exotiques envahissantes. À Concours-sur-Loire, par exemple, c'est une formation qui a été réalisée. La réalisation d'un atlas de la biodiversité communale, qui vient de vous être présenté. Donc c'est le cas pour Louhans, Louhans-Verchamp et Concours-sur-Loire. Louhans et Concours-sur-Loire, il y a des ABC qui sont en cours de réalisation. Le soutien à la mise en œuvre d'inventaires participatifs. Donc là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir relayer des outils de sciences participatives qui existent et qui sont portés par des structures comme la LPO ou la SHMA, par exemple. Et enfin, un autre exemple, ce sont vraiment des exemples, c'est pas du tout exhaustif, l'acquisition ou la gestion d'un nouvel espace naturel, comme à Coulanges-les-Nevers ou à Neublanc-Hébergement. Enfin, le dernier axe, donc pour la mobilisation citoyenne, donc ça a été présenté tout à l'heure, le soutien à la mise en place d'une aire terrestre éducative. C'est le cas à Coulanges-les-Nevers, Béon, Granges et Neublanc-Hébergement. L'organisation de chantiers participatifs, comme à Neublanc-Hébergement, à Granges ou à Saumur-en-Auxois, et également Brétigny. La programmation d'animation nature, l'organisation d'événements, type fête de la nature, on est en plein dedans, c'est le cas notamment sur le Jovinien en ce moment, et enfin l'aménagement de sentiers pédagogiques, comme à Coulanges-les-Nevers, à Luz et Béon. Voilà, donc encore une fois, ce sont des exemples et à chaque fois, à chaque nouvelle candidature, on a de nouvelles actions qui apparaissent. Je pense notamment là où une candidature, qu'on accompagne en ce moment, où ils envisagent de mettre en place des ORE, obligations réelles environnementales, qui vont permettre de préserver, des espaces naturels. Voilà, alors, comment candidater à cette reconnaissance? C'est là où je vous propose une petite visite du site internet de l'agence. Alors, je vais venir chercher un tout petit instant que j'arrive. Voilà, avec le partage d'écran. Tac, je bascule, hop, la fenêtre ici. Pardon. Donc là, je suis, pardon, hop, sur le site internet de l'Agence régionale de la biodiversité. Et dans l'onglet Accompagner vos projets, donc vous trouvez, dans un premier temps, la stratégie régionale de la biodiversité, que vous pouvez aller télécharger à cet endroit-là. Les aires terrestres éducatives, alors là, je vais rentrer dessus, hop. Est-ce que vous allez retrouver donc ce que Philippine vous a présenté, une vidéo, qui émane de l'Office français de la biodiversité, donc une vidéo à portée, nationale et en bas de page, ici, pardon, c'est en milieu de page, vous avez 3 petits témoignages issus de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà et vous avez donc toute la présentation, qui vous a été faite, la cartographie interactive et tous les éléments qui viennent de vous être présentés. Voilà. Je vais pas m'attarder, je vais revenir sur mon onglet, hop, accompagner vos projets et aller donc dans territoire engagé pour la nature. Hop. Donc vous avez une première page de présentation du dispositif qui reprend les éléments que je viens d'évoquer avec vous. Et vous avez en milieu de page un lien qui va vous renvoyer vers donc, la page de candidature. Alors oui, pardon, avant que je clique sur ce lien, également 3 petits témoignages. Vous avez les 3 premiers lauréats de territoire engagé pour la nature, donc Urzy dans la Nièvre, Bassou dans l'Yonne et Chamols dans le Jura. Donc qui vous livrent là 3 petits témoignages de 3-4 minutes chacun et qui sont assez bien faits, voilà, qui peuvent, je le pense, donner envie de suivre un peu la démarche, voilà. Et puis vous avez également le webinaire de l'année dernière, donc là on mettra bien sûr le nouveau. Donc la plage dédiée aux candidatures, hop, donc vous avez un petit peu, les étapes qu'on préconise pour candidater à la reconnaissance TEN. La première étape, c'est nous contacter. Alors soit par mail, soit par téléphone, vous aurez toutes nos coordonnées pour qu'on puisse faire un petit premier point, bien s'assurer que vous avez compris un petit peu la philosophie de la démarche, territoire engagé pour la nature et puis pour qu'on puisse commencer également à échanger à l'oral sur déjà des actions que vous envisagez de mettre en œuvre, voir si ça peut coller. Voilà. Suite à ça, vous allez pouvoir télécharger la demande d'adhésion. Alors je vais cliquer sur le lien, hop, la demande d'adhésion. C'est un A3 recto verso, c'est pas très long. Donc, et dans cet A3, vous allez hop,
La première page, c'est un petit rappel, hein, de la démarche TEN. On va demander, l'identité de l'interlocuteur, avec qui on va pouvoir construire la candidature, donc le nom de la structure, le nom de la collectivité, l'interlocuteur avec lequel on va pouvoir échanger, ses coordonnées et puis après on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On vous propose en fait une trame, vous allez pouvoir choisir par axe les actions que vous souhaitez mettre en œuvre. Alors encore une fois, ce ne sont que des exemples. Pour la thématique aménagement du territoire, on a listé un certain nombre d'actions. Donc vous avez par exemple la mise en place d'un verger conservatoire, les prairies fleuries, la pollution lumineuse, etc. Donc si vous envisagez de vous engager sur ces actions, vous pouvez cocher cette action et joindre après la fiche correspondante. Les fiches, je vais vous les montrer juste après. Pour les actions qui sont listées là, vous avez des fiches qui sont pré-remplies donc et qui nécessitent plus que, je dirais quelques minutes, voire 1 heure maximum pour compléter la fiche. Encore une fois, je rappelle, ce ne sont que des exemples, ce sont des actions qu'on retrouve de manière assez régulière dans les candidatures, donc c'est pour ça qu'on a listé ces actions. On va, alimenter progressivement ce catalogue d'actions et donc ça sera progressivement de plus en plus étoffé. Mais on a bien prévu, vous voyez, des cases autres que vous allez pouvoir cocher et écrire là manuellement l'action que vous voulez mettre en place dans cette thématique aménagement du territoire. Vous retrouvez le même principe en dessous pour la biodiversité locale avec, par exemple, l'ABC, la formation, et cetera, des choses qu'on vient d'évoquer. Et enfin, la dernière thématique, mobilisation des habitants avec les actions que vous souhaitez, là où les actions que vous souhaitez mettre en place. Et enfin, dernière page, un peu, encore une fois, un petit rappel de ce que vous vous engagez à mettre en place, la signature de la collectivité et la date. On encourage les communes, c'est pas une obligation, les communes et les regroupements communaux à joindre une délibération du conseil, municipal, voilà, mais c'est pas obligatoire du conseil communautaire. C'est vraiment, nous on invite à le faire pour que bien tout le conseil municipal, le conseil communautaire soit informé du programme d'action, mais encore une fois, c'est pas voilà donc l'acte d'engagement, c'est un exemple de support. Vous pouvez aussi, rédiger votre, programme d'action sur papier libre là. Là, on a mis en place cette mise en forme, pour vous aider, je dirais, pour que ce soit plus pratique pour vous, mais vous pouvez aussi constituer un dossier, vous-même, hein, il y a c'est qu'une proposition. On le rappelle ici, soit vous proposez votre plan d'action, soit, vous calquez un petit peu sur cette mise en forme qu'on propose et vous cochez l'action qui vous intéresse et vous y joignez à l'intérieur les fiches actions correspondantes. Hop et donc les fiches actions, j'en viens, tac, c'est donc dans l'étape 3, vous avez donc pour chacune des axes, pour chacune des thématiques, par exemple pour l'aménagement, vous voyez la première action c'était la mise en place d'un verger conservatoire, et bien vous pouvez aller sur la fiche, hop, ça vous ouvre un PDF, elles sont toutes construites de la même manière. Donc là vous avez un petit descriptif qui est pré-rempli et vous avez ensuite 3 cases, voilà, que vous aurez vous à remplir vous-même. Donc les indicateurs, donc là vous pourrez, indiquer par exemple pour le verger conservatoire, la surface concernée, le nombre d'arbres que vous envisagez de planter, la fréquentation aussi qui est, imaginée sur ce verger. Les, documents produits, vous pourrez là joindre un plan de localisation de la parcelle, ou tout autre, support, des photos éventuellement et par contre donc le paragraphe peut-être qui est le plus important, c'est les modalités de mise en œuvre de l'action où là on va attendre un maximum d'informations sur le budget que vous allez mobiliser, si vous avez déjà connaissance de cette information, éventuellement les partenaires que vous allez associer à cette action. Pour la verger conservatoire, il y a les croqueurs de pommes qui peuvent être parfois sollicités. Si vous allez solliciter des financements, par exemple les financements de la région pour la mise en place de ce verger, voilà, tous les éléments un petit peu concrets, vous allez pouvoir nous les exposer dans ce paragraphe. Et en bas de page, après, ça nous concerne plus nous, on va pouvoir vous faire des préconisations sur la mise en place de cette action. Et donc chaque fiche action est construite de la même façon, hein. Pour les prairies fleuries, la plantation de haies, à chaque fois vous avez, la même trame. Pour certaines actions, vous avez également, pour vous aider, des petites pages avec un certain nombre de ressources. Pour le verger conservatoire, par exemple, vous avez des exemples en région qui ont été, qui vous sont proposés, les financements qui existent, des guides également qui sont existants. Alors
et ou également, en France, hein, des, structures qui peuvent vous accompagner. Par exemple, voilà, Verger Vivant, France Nature Environnement ou les Croqueurs de Pommes, en ce qui concerne les vergers conservatoires, les formations existantes et des liens vers divers, sites internet. Voilà. Pardon, tac, je vais revenir en arrière, excusez-moi, tac. Voilà, donc comme je vous le disais, chaque fois, les fiches sont téléchargeables en fichier PDF et une dernière fois, pour rappel, ce sont que des exemples. Vous pouvez aussi télécharger des fiches vierges si vous avez de nouvelles idées, que vous souhaitez mettre en œuvre. Voilà, et donc la dernière étape, donc c'est de nous transmettre votre dossier de candidature. Alors, vous pouvez très bien nous transmettre votre dossier de candidature, en version projet, hein, pour qu'on puisse échanger, sur le niveau de détail déjà des fiches actions, savoir si on a assez d'éléments, sur le niveau d'ambition aussi, savoir si votre programme d'action est suffisamment, ambitieux ou peut-être trop ambitieux aussi. On est aussi vigilant par rapport à ça. Si un programme nous paraît peut-être trop ambitieux, ben, on n'hésitera pas à vous le dire, par crainte que vous ayez des difficultés peut-être à mettre en œuvre l'ensemble des actions. Heu Voilà, donc vous nous transmettez votre, dossier de candidature et ensuite nous, on le propose, on le présente en collectif régional, hein, où là, l'Adréal, les agences de l'eau, la région, l'Office français de la biodiversité et l'ARB vont, statuer sur, donc l'obtention de cette, reconnaissance. Dans l'idéal, ce qu'on aime bien, faire, c'est de présenter un dossier qui nous paraît, nous, comité technique, mûr et abouti. Voilà. Voilà, c'est pas toujours évident. Il y a parfois des remarques du collectif régional qu'on n'a pas anticipées, mais malgré tout, voilà, on essaye de présenter au collectif des candidatures, hem, sur lesquelles on a pu avoir déjà un regard et parfois aussi faire des allers-retours avec vous. Voilà. Et puis peut-être juste préciser aussi que le niveau d'engagement est évalué aussi en fonction de la taille et des moyens de la Oui. collectivité. Mmh. Il est évident que quand, il s'agit d'une grosse collectivité qui a déjà des services structurés, qui a des moyens plus développés, on va être un peu plus exigeant qu'une petite, commune, qui a par exemple pas d'agents et qui va faire avec, dans la mesure de ses moyens. Donc c'est regarder en fonction des moyens et de la taille des collectivités qui présentent les dossiers. Dernière chose aussi, pour cette construction de dossier de candidature, dans l'idéal, nous, on aime bien, venir vous visiter, vous rencontrer en présentiel. Alors on peut faire des visios, on peut échanger par mail également, mais, dans l'idéal, on aime bien venir une fois avant. Alors déjà pour nous découvrir votre, collectivité, votre territoire et puis peut-être aussi finaliser le dossier de candidature. Voilà, alors je vais revenir sur mon PowerPoint. Je pense que je vous ai tout dit sur pardon, hop, oui. Heu, excusez-moi. Ah ici, tac. Heu, hop. Alors, c'est une chose très importante, qu'est-ce que vous apporte cette reconnaissance territoire engagé pour la nature? C'est quoi la plus-value? Pourquoi aller chercher cette reconnaissance? Donc on l'a abordé, brièvement tout à l'heure. Je pense que le 1er élément, bah, c'est une mise en lumière de votre démarche. Vous allez pouvoir bénéficier de la charte graphique de l'Office français de la biodiversité et donc utiliser ce tampon et je dirais communiquer auprès de vos, administrés que la collectivité, la commune ou la communauté de communes s'est bien engagée donc a bien mis en place un programme d'action en faveur de la biodiversité, programme d'action qui a été, évalué et jugé pertinent, je dirais, par, l'Office français de la biodiversité, l'ARB, la région, les agences de l'eau et l'Adréal. Voilà. Vous avez également, la possibilité, l'opportunité de rejoindre le club des engagés, de bénéficier de ce partage d'expériences à travers, l'animation, alors soit donc de webinaires, mais idéalement, je dirais que le format qu'on va tenter de privilégier, c'est la visite de terrain. Donc pouvoir aller visiter des collectivités qui mettent en place, des actions. Je pense que c'est vraiment la solution, idéale. On a commencé à le faire avec notre première rencontre régionale qui a eu lieu à Arbois au mois d'avril, où la commune de Chamols a pu nous présenter les actions qu'elle met en place, sur son territoire. Les actions qu'elle met en place ou qu'elle souhaite mettre en place dans les années qui viennent. Voilà, et puis aussi donc
outre ce partage d'expérience, il y a aussi une volonté de vous apporter un petit peu des éléments, des nouveautés, des outils, qui peuvent évoluer aussi, hein, donc vous tenir un petit peu informé des, des nouveautés qui peuvent exister, notamment en matière de financement, par exemple. Donc là, il y aura des formations qui seront, proposées et en matière de financement, il y a aussi une chose importante que je dois vous partager, c'est que prochainement, alors je dirais à l'automne, plutôt en fin d'année, l'agence régionale de la biodiversité va recruter un nouvel agent qui va pouvoir, donc d'une part identifier les financements qui existent en région, en matière de biodiversité et donc les rendre plus visibles et puis donc je dirais les communiquer aux communes qui souhaitent mettre en place des actions et peut-être aussi, on espère peut-être aller un petit peu plus loin pour les petits territoires, pour les petites communes qui n'ont pas, de services techniques, apporter également une aide, un appui au remplissage de ces demandes de dossiers de financement. Voilà. Sur ce sujet des financements, depuis l'année dernière, la région va aussi bonifier, des règlements d'intervention si vous êtes labellisé TEN. Donc c'est un avantage aussi financier dans le cadre de certains règlements de la région en direct. Je pense que j'ai rien oublié sur la plus-value, les avantages de cette reconnaissance, TEN. Et voilà, donc je vous présente les 17 lauréats qui sont assez bien répartis, je trouve, sur le territoire régional. Donc les 3 premiers lauréats, hein, qui ont été reconnus en 2022, Urzy, Chamols et Bassou. Il y en a eu 10 nouveaux, en 2023 et 4 là en début d'année, 2024. On arrive, je crois à environ 500 collectivités au niveau national. Voilà. Donc nous, je dirais, c'est la 3e année qu'on anime le dispositif. Et donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais je le rappelle, donc 3 petits témoignages qui ouais, ça dure même pas 3 minutes, hein, qui peuvent vous aider aussi donc à vous faire, à compléter un petit peu les informations qu'on a évoquées ce matin et à voir comment, voilà, des territoires, hein, se sont un peu appropriés cette reconnaissance TEN. Oui, chose aussi que je voulais vous dire, c'est que cette reconnaissance TEN, ça peut aussi, et c'est le cas, être, vu comme une opportunité pour vous de structurer un petit peu votre, démarche, votre plan d'action en matière de biodiversité, le structurer et avoir une vision à moyen terme, je dirais sur 3 ans, se dire, on va avoir un petit calendrier, un petit planning et voilà, en 2024, je fais ça, en 2025, je fais ça et puis en 2026, voilà la dernière action que je veux mettre en place. Ça permet, voilà, de structurer les choses et aussi de communiquer aussi peut-être plus facilement sur votre stratégie. Vous pouvez suivre un petit peu les nouveautés, hein, sur en vous abonnant également à la newsletter de l'agence. Voilà, on a terminé, alors je sais pas, ah oui, on est pas trop mal en matière de timing, j'ai l'impression. On a terminé sur cette présentation de l'ASRB, des atlas de la biodiversité, communaux et intercommunaux, des aires terrestres éducatives et de la reconnaissance TEN. Place maintenant à vos questions. Alors je suis pas allé voir dans l'onglet, heu, conversation, le chat. Est-ce qu'il Ouais. est le moment pour vous de genre, vous pouvez lever la main, on va vous, distribuer la parole, hein, si vous avez des questions et puis vous aurez plus qu'à à ouvrir votre micro pour prendre la parole En dans la attendant, j'ai déjà 3 questions ouais, auxquelles on enfin 3 merci. questions auxquelles on peut déjà répondre. Super. Donc une question sur, enfin plusieurs questions sur les abbayes. La demande, c'est de savoir s'il faut un nombre minimum de communes pour être considéré comme un abbaye, si toutes les communes d'un territoire ne veulent pas s'engager, le coût moyen et des exemples d'abbayes. Alors, oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un nombre minimum de communes? Tout dépend ce qu'on entend par minimum. Je pense qu'en fait, l'enjeu dans un ABI, déjà, ça va être de sonder, bien sûr, les communes qui sont motivées et hem et donc l'idée, c'est qu'à la fin, on obtienne, tout de même un nombre suffisant de communes. Bon, alors quand je dis suffisant, c'est très variable, mais on peut parler peut-être, d'un tiers du territoire, de la moitié du territoire, voilà, enfin, en fonction de la taille, de l'intercommunalité. Hem,
Mais l'idée, c'est aussi quand même qu'il y ait une cohérence paysagère, Oui. dans les communes sélectionnées et pas qu'elles soient totalement éparpillées. Donc, l'idée, par exemple, 8 communes bien centralisées avec une cohérence paysagère et donc, limitrophes, ce serait ce serait acceptable. Et l'idée, bien sûr, ce serait, que la candidature, montre dans quelle mesure, la réalisation de ce premier ABI va permettre de réaliser donc, un point d'entrée aux autres communes pour les motiver à réaliser donc, l'ABI, la seconde moitié de l'ABI, par exemple, sur l'ensemble du territoire. Donc, l'idée, c'est en fait, nous, on privilégie toujours, les ABI complets, mais on est conscient que c'est parfois difficile. Donc, l'idée, c'est en fait, de montrer dans la candidature à quel point donc ce premier projet pourrait permettre, la création d'un second ou d'un troisième. Ouais, Voilà. très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Les coûts moyens. Alors les coûts moyens, ça dépend totalement, en fait, du nombre de communes concernées notamment et des ambitions de l'intercommunalité également. On a, des dossiers qui sont assez variables en termes de coûts moyens. Heu, un ABI, en gros, c'est de 100 000 € par commune, à 12 000 €. Enfin voilà, c'est Mmh. assez quand même, ça varie, le coût global du projet varie assez. Et par contre, en amont de la candidature, justement pour évaluer ce coût, c'est très important de prendre contact avec des éventuels prestataires, dès le début, dès la rédaction de la candidature pour obtenir des devis et pour justement évaluer donc, le coût du projet. Et ça va, solidifier considérablement la candidature déposée à l'OFP. Merci Philippe. J'en profite pour présenter donc Luc Terrasse qui nous a rejoint là, autour de la table et qui est directeur hein, de l'Agence régionale de la biodiversité. Juste pour compléter aussi, vous retrouverez, sur le site, ABC, des ABC, la cartographie des atlas de la biodiversité qui sont déjà mis en œuvre. Oui. Et donc vous pourrez avoir les exemples, parce que la question c'est des exemples. Ah oui. Oui. Par exemple, un ABI qui regroupe que quelques communes, vous avez Cœur du Jura avec 8 communes, je crois, de mémoire, donc c'est un exemple, mais vous aurez tous les autres sur le site internet ABC. Oui, effectivement, Cœur du Jura est un bon exemple parce qu'ils ont fait effectivement, il y a un premier ABC, un premier ABI qui a été réalisé et ils sont en train de se poser, enfin de travailler à la préparation du second. Voilà. Donc ça peut être un bon interlocuteur à interroger pour savoir qu'est-ce qui les a motivés à procéder de cette façon-là. Je crois qu'il y a des contraintes financières aussi, hein, tout simplement, qui peuvent être en matière de budget, Oui, bien qui sûr. peuvent être. Je poursuis vu qu'il y a pas de main levée, hein, je Oui. continue. Une autre question sur, alors une Alors, pers oui, je vais oui, juste vas-y. pardon, je te coupe. Je vais juste préciser que là, le coût que j'ai donné, c'était pour, une intercommunalité. Pour, une commune qui se lance toute seule dans un ABC, souvent le coût est supérieur à celui, Oui, oui. par commune, Il y a des économies voilà. d'échelle, ouais, Il y ouais. a des économies d'échelle. Mais Ouais. donc pour une petite commune, qui se lance, seule, c'est aussi variable, mais au total, enfin, on peut estimer une moyenne de autour de 30 000 € par projet, en fonction de la taille de la commune, bien entendu, mais voilà, pour, heu, Très bien. pour donner des ordres de grandeur. Ça dépend des inventaires, des animations que vous avez prévues, enfin ça dépend d'un certain nombre de Oui, facteurs, hein. C'est pour ça que ça peut être très variable selon exactement. un atlas. Bah, oui, et puis suivant la taille de la commune Voilà. également. Complètement. Enfin, Ouais, voilà, ouais, ouais. c'est très variable. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'orienter vers, déjà de regarder les ABC qui correspondent à notre échelle, Oui. donc sur ABC Nature France, comme on disait, et hem et également donc de prendre contact avec les prestataires, comme je le disais, dès le début de la réflexion de la candidature. Et l'identification des prestataires, vous pouvez l'OFB les Oui, orienter on ou peut les orienter. Donc en fait, s'ils nous contactent directement, on peut avec eux identifier les prestataires sur leur territoire? qui sont Ouais. familiers avec le dispositif. Ouais, ouais, très bien.
On a une question aussi sur, le dispositif ATE. Un jardin du oui aurait été mis en place il y a 8 ans maintenant, sauf que l'école s'est complètement désintéressée et une association seulement continue à entretenir ce jardin. La question c'est est-ce que ce projet peut être associé à une ATE? Enfin, il peut se raccrocher à une ATE. Alors, En gros, est-ce qu'on peut heu, prendre en compte des actions qui ont déjà 8 ans pour créer une ATE? Je comprends comme ça. bah, il y a pas le principe, enfin, je sais pas si je la comprends comme ça moi la question. Eh ben, j'invite la personne qui a posé la question à Mmh. lever la Oui, main pour je prendre pense que la ça sera parole, peut-être si elle est toujours présente. Parce que du coup, je par voilà. Eh ben, vous pouvez ouvrir votre micro et nous expliquer du coup. On vous Oui, entend. je suis là. Effectivement, ma question était de savoir si je peux raccrocher ce projet à une ATE en la mettant en place maintenant, pour continuer, l'idée qui était à la base d'intéresser les enfants au jardin, à la biodiversité et à tout ce qui pouvait s'y rattacher. Ça veut dire que vous auriez pour projet de créer une ATE et du coup de venir reprendre ce projet-là pour le remettre un petit peu, au goût du jour, quoi? Oui, je vais essayer de répondre, à la place donc de l'animatrice régionale, mais si jamais on pourra échanger, plus longuement sur la question. Je pense qu'il faudra faire attention à ce que, le projet réponde en fait à la charte, des aires terrestres éducatives, puisque bien sûr il a peut-être pas été construit de la même façon et donc il faudra faire bien attention à ce que, ce qui se const pour être labellisé aire terrestre éducative, il faudra faire attention à ce qu'il se construit sur le jardin soit en cohérence avec la charte. Oui. Voilà, OK. Il y a la question aussi, de l'espace. C'est vrai qu'il exactement. il peut être, nécessaire que la classe puisse choisir la zone C'est sur ça. laquelle elle souhaite s'investir. Normalement, Ouais. les communes mettent à disposition plusieurs espaces Ah oui. et c'est les élèves qui choisissent, l'aire terrestre éducative. Heu, voilà, il faut voir comment on se place là-dessus et donc c'est les élèves qui choisissent l'aire terrestre éducative. Il faut que ce soit quand même à proximité de l'école, donc moins de 20 minutes de marche et il faudrait également, que le jardin, je ne sais pas s'il est ouvert, enfin, en fait, il faut que ce Alors, soit un espace public continuellement. le jardin est ouvert au public, il OK. est à 150 mètres de marche de l'école et Et il avait été choisi à l'époque entre les enseignants et disons la commune, la oui, municipalité, quand on l'a mis en place. d'accord. D'accord. Eh bien, ça peut être une idée. Après, sur les ATO, on part toujours du principe que c'est les enfants et non les enseignants qui choisissent, le Mmh. les zones, des aires terrestres éducatifs. Donc, peut-être, à voir, si le conseil des enfants serait intéressé par l'élaboration d'une aire terrestre éducative à cet endroit-là. OK. Merci pour votre question. Je continue, sur TEN. Peut-on candidater à la reconnaissance TEN lorsque notre PCI est déjà reconnu TEN? Oui, oui, aucun souci. On a le cas sur la communauté de communes du Jovinien, par exemple. Bah, c'est oui. Ah bah, oui, oui, donc beh, alors, sur le Jovinien, c'est parfait. On a Béon, qui est déjà reconnu, qui est également, reconnu territoire engagé pour la nature. L'idée, c'est d'avoir des actions complémentaires. On pourra, si on échange, vous présenter le programme d'action de la communauté de communes du Jovinien et voilà, l'idée, bah, c'est de trouver des actions, ouais, qui s'inscrivent, qui aient une cohérence, en gros, avec ce que le Jovinien a imaginé. Mais oui, oui, aucun souci, au contraire, je dirais, il y a aucun souci. Alors moi, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si vous avez, parmi les participants, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions. Mmh. On a été parfaitement clair. Ah, on a une main Ah, levée. Eh ben, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro, madame Wittberg. Oui, bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. oui, Oui, c'est bon. Oui. Oui, moi je suis adjointe à la commune de Lavenne, donc c'est une commune à côté de Vesoul.
Nous serions intéressés pour, faire un TEN et éventuellement aussi, un ATE. Le problème, c'est qu'on a une zone qui va être urbanisée sur notre collectivité, qui va être juste, en limite, des secteurs qui seraient potentiellement, intéressants pour, développer enfin maintenir la biodiversité. Est-ce que ça pose problème? Bah, notamment en matière de si on doit demander des financements, des choses comme ça, est-ce que ça peut être, un facteur, discriminant par rapport à nos projets? Non. En fait, la reconnaissance TEN, elle est pas là pour juger aussi de la stratégie de développement d'un territoire. On a Ouais, parfaitement conscience que, bah, il y a des projets d'urbanisation, de ouais. développement qui sont en cours et c'est le Mmh, cas de toutes les collectivités de la région. Après, c'est à voir comment dans ce projet, vous avez pu, c'est peut-être pas encore le cas, mais vous pourriez, prendre en compte, la préservation de la biodiversité. Donc ça peut, par exemple, tenir compte de l'infiltration des eaux pluviales, la mise en place de nus paysagères, l'utilisation de végétaux. Voilà, c'est mais en fait, vous pourriez au contraire, je dirais, se saisir de cette opportunité, au contraire, hein, pour, candidater à la reconnaissance TEN et mettre dans ce projet de développement des mesures qui vont permettre de entre guillemets alors de limiter ouais, ce sera un promoteur privé, hein et apparemment oui, ils vont pouvoir, avec le PLU, intercommunal, même se passer a priori d'études, biodiversité donc ça c'est toujours un ouais, peu un peu ennuyant, surtout que c'est oui, des zones qui sont couvertes un petit peu de végétaux déjà, oui, d'arbustes, des choses comme ça, bref, mais voilà, donc ça, je sais que là-dessus, nous, on pourra commune, on pourra rien y faire, mais d'accord. voilà, faut enfin, ça serait Oui, ennuyeux que ce projet d'urbanisation nous pénalise aussi, dans le cadre de oui. nos projets, quoi. Ouais, On comprend bien, mais oui, oui, oui. Après, territoire engagé pour la nature, on ne recherche pas des territoires exemplaires, ouais, qui ont vraiment une politique, 100 biodiversité. C'est pas ça l'idée. Encore une fois, on a parfaitement conscience qu'il y a parfois des choix, qui, ont un impact, parfois négatif, hein, sur la biodiversité. Mais si à côté de ça, la collectivité a, d'autres actions, en matière d'aménagement, mmh, de biodiversité, de mobilisation citoyenne et ben, il y aura pas d'objection, je pense, d'accord. à Mmh, à territoire engagé pour la nature. OK, merci. Ouais. Monsieur Panier, si vous voulez prendre la parole. Pagnès, pardon. Oui, bonjour. Aucun souci pour la prononciation, on peut dire les 2. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. Oui, alors c'était juste pour, dire effectivement, comme vient de dire Mathieu Suzanne, un projet TEN, c'est un projet qui porte sur une partie de la commune, sur une partie de la communauté de communes et ça ne remet pas en cause ce qui a été décidé, pour d'autres projets. Par contre, effectivement, il faut viser la cohérence et l'intérêt de déposer un projet TEN, c'est de rentrer dans une dynamique pour la biodiversité, dynamique clairement inscrite, qui pourrait très bien ne pas exister dans les autres politiques développées par les collectivités, en question. Et ce qui est important, c'est d'y rentrer. Ça peut être une grande marche avec un grand projet, en ayant fait un ABC qui a fait beaucoup de données et auquel cas les élus, arrivent avec un projet très mûr, avec beaucoup d'ambition. Ça peut être aussi sur une commune qui n'a pas encore fait son ABC, qui n'a pas eu d'inventaire conduit par d'autres. Je penserai à l'inventaire des SNIEF, par exemple. Et l'intérêt, c'est que vous rentriez dans un processus, sans vouloir peut-être aller plus vite que vous ne pourriez. Donc il faut, c'est vraiment très ouvert. Ça a été exposé par Mathieu Suzanne dans cet esprit, mais il est vrai qu'il faut éviter de sectoriser. Il serait désolant d'avoir un thème sur une commune qui, dans le même temps, a des projets à l'opposé de la biodiversité. Par contre, ça n'est pas à l'ARB ou au collectif qui vous a été exposé, à savoir l'OFB, la région, les agences de l'eau, la DREAL, de vous dire non, votre thème, il n'est pas bon parce que par ailleurs vous faites ceci ou cela. C'est pas du tout l'esprit. mmh, L'esprit, c'est de se dire, il y a une habilitation pour un projet, et plus il y aura de communes, mieux ce sera. Plus il y aura d'intercommunalités, mieux ce sera. Et s'il y a aussi de la poupée gigogne avec des communes et des intercommunalités, c'est complémentaire. Et l'intérêt, c'est qu'il y ait un grain différent, une échelle différente, une commune pouvant faire peut-être de la nature en ville à petite échelle, pendant qu'une intercommunalité va aller plus loin.
Nous, pour l'Adréal, l'intérêt des TEN, projet qui est porté donc par l'OFB au niveau national, et l'État, l'Adréal est aussi une représentation de l'État d'une certaine façon, on va dire. Hein, nous sommes une administration, l'OFB c'est un établissement public. Euh, nous sommes en contact constant parce que nous avons différentes politiques sur la biodiversité. C'est l'ARB qui fait et l'OFB qui font la grande publicité des TEN, donc c'est pas le rôle de l'Adréal en premier. Par contre, là, si j'interviens maintenant, c'était pour dire qu'il est important lors des candidatures que les collectivités puissent aussi regarder, grâce à l'ARB notamment, qu'est-ce qu'elle a, la collectivité, comme inventaire préalable. Si j'ai une SNIEF, si j'ai un site Natura 2000, si j'ai une aire protégée, si j'ai des données, parce que ce que j'observe moi dans les thèmes qui sont déposés, c'est qu'on peut avoir parfois des projets, mais qui auraient pu en intégrer d'autres. Alors peut-être que je vais aller trop vite, mais c'était un petit peu le message que je voulais vous porter. C'était de réussir à parfois à être ambitieux sans aller trop vite. C'est un peu contradictoire ce que je vous dis là, mais c'est très important que les communes qui candidatent puissent regarder un petit peu sur une plateforme comme la plateforme Cigogne ou la plateforme IDEO BFC ou sur Géoportail. Qu'est-ce que j'ai comme biodiversité sur ma commune? Je crois que c'est vraiment une interrogation qu'il faut avoir quand on dépose un projet thème. Alors peut-être que je suis très ambitieux, au début, on projette ce qu'on avait un peu comme idée qui viennent. Et je terminerai par un exemple. Il y a eu un échange avec une personne que je ne connais pas qui demande, mais comment je pourrais faire pour acquérir un terrain qui est peut-être mal géré ou non géré, où il y a des enjeux que j'ai identifiés, moi, communes. J'ai répondu dans le chat. Il y a plusieurs pistes, hein. Le département qui a moyen d'aider à la maîtrise foncière, s'il a cette politique-là. Ça peut être l'État qui peut aider par le fonds vert. Et c'est juste une illustration, c'est qu'en rentrant dans un thème, on se pose des questions peut-être qu'on ne se posait pas avant. Et grâce à l'ARB, qui va être le média, hein, l'Adréal ne peut pas être partout. L'intérêt, c'est que vous soyez en échange avec l'ARB qui peut vous orienter sur des questions de ce type. Voilà, donc je termine par là. Pour moi, un thème, et pour nous, l'Adréal, plus globalement, une commune qui s'engage dans un thème, c'est une commune qui peut aller encore plus loin par la suite. Et c'est un début, et il faut le voir dans ce sens. J'arrête là. Et Pour désolé pour la compléter caméra, je les réussis pas à me mettre en visuel. non, pas de Merci souci. beaucoup. Merci. Pour compléter vos propos, pour ceux qui connaissent pas, effectivement, vous avez évoqué, la plateforme Cigogne, donc qui est, une plateforme de données, accessible à tous, donc gérée aussi par l'ARB. Donc on vous invite à aller voir. Ça vous permet d'avoir une idée des données qui sont présentes sur votre territoire et de peut-être de vous orienter sur, soit des actions, soit des inventaires à réaliser, soit pour, par exemple, votre ABC, cibler un peu plus, ce vers quoi il serait intéressant de creuser, ou pas. Donc, on vous invite à aller voir Cigogne, avec un S, sur votre territoire, voilà. J'ai pas d'autres mains levées. D'accord. Alors il y a une personne qui demande, la deuxième plateforme qui a été évoquée par, monsieur Panier, il y avait quoi? Il y a Géoportail que vous aviez évoqué et Et puis, c'est pas Cigogne, justement? bah, il y avait Cigogne, il y a le ah, IDEO BFC effectivement. Mmh, Ah d'accord. ouais. Idéo reprend les données Cigogne, en fait. Oui, IDEO reprend les données C'est Cigogne, voilà. Mmh. beaucoup plus large. Il y a Ouais. toutes les données nécessaires aux collectivités, dont les données naturalistes, qui sont celles de Cigogne, puisqu'on a un partenariat avec Idéo. Bon, bah, écoutez, on a encore quelques minutes pour une dernière question. Sinon, eh ben, on vous remercie beaucoup pour votre, présence et votre participation. Encore une fois, donc le webinaire sera accessible en replay, si vous souhaitez, donc le partager à des collègues ou des communes, susceptibles d'être intéressées. Je vous invite encore une fois à aller sur le site internet de l'agence pour découvrir donc les petites vidéos, hein, sur les aires terrestres éducatives ou les lauréats TEN.
et on se tient à votre disposition. Donc en ce qui concerne TEN, pour échanger, pour avoir un premier échange, pour, voir, hein, si une candidature est envisageable à court, moyen ou plus long terme. Hem, voilà, un grand merci à vous et puis, à bientôt j'espère. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.